Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, vu que les marchés sont tout rouges aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, peut-être que ça va continuer ou je ne sais pas quoi, c'est l'occasion pour nous d'analyser rapidement les meilleures entreprises possibles, ok? Et je pense que Accenture fait partie de cette liste-là. Donc, vous la prenez déjà, vous la mettez dans votre watchlist, d'accord? So, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller droit au but ici en répondant essentiellement à la question de savoir combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit, je ne parle pas du prix, je parle de la valeur, enfin, selon moi. OK? Donc, ici, comme je l'ai toujours dit, il faut déjà regarder le revenu, la tendance des revenus. Si on a des revenus, on a une entreprise qui est croissante. Le revenu ici est croissant. Est-ce que les marges brutes vont dans le même sens? D'accord? Ici, on constate que les marges brutes sont à peu près stables alors que les revenus augmentent de plus en plus. Oui, je sais que vous allez vous dire ici que oui, mais en 2001, les marges étaient de 45, aujourd'hui on est à 32. Non. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2001 et aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. OK? Sinon, entre-temps, les marges sont à peu près stables depuis plusieurs années. OK? Donc, quand on regarde ici les marges de net income et les free cash... attendez. Avant d'aller au net income, je prends les EBITDA. OK? Quand on regarde les marges d'EBITDA ici, elles sont stables. Malgré le fait que les marges de brut aient diminué, les marges d'EBITDA ont même augmenté. OK? C'est le propre même des entreprises qualitatives. Qu'importe les périodes, les marges restent stables. On peut avoir des petits zigzags, etc., mais on reste sur des marges assez stables. C'est-à-dire en période difficile, ça peut baisser, mais il y a de grandes chances que ça revienne à la moyenne, ainsi que, voilà, il y a même de grandes chances que ça aille au-dessus de la moyenne qu'on a connue sur les années précédentes. Enfin, la moyenne des années, enfin, si on a une moyenne sur 10 ans, etc. Donc ici, quand on prend par exemple sur les 10 dernières années, juste pour faire simple, hein, en prenant la marge EBITDA, la médiane ici des EBITDA. Quand on sur les 20 dernières années ici, la médiane est de 15%, 15,68%. Sur les 10 dernières années, 16,17%. Sur les 5 dernières années, 16,72%. OK? Donc, on voit ici que la médiane, la moyenne augmente de plus en plus. OK? Donc, la médiane. D'accord? Donc, on a 16,89 sur les 3 dernières années. OK? Donc, elle augmente les marges de plus en plus, malgré le fait que les bénéfices nets soient assez, enfin, malgré le fait que les marges brutes soient assez stables. OK? Ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, c'est-à-dire que tout revenu supplémentaire va directement au niveau des, comment on appelle ça? Au niveau ici des net income. OK? Donc, maintenant, en termes de marge, qu'est-ce qu'on a au niveau des net income déjà? Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? On prend les net income, on prend les free cash flow, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on constate? C'est magnifique. 1 minute de silence pour la qualité. C'est beau à voir. C'est ce genre d'entreprise-ci qu'on recherche. Je ne parle pas juste de la croissance, hein, mais si on avait eu quelque chose de stable, même ça m'aurait déjà plu. Ça prouve que l'entreprise arrive à maintenir ses marges. Il y a quelque chose de spécial au sein de cette entreprise-ci. Mais vous ne pouvez pas répondre vous ne pouvez pas le savoir si vous ne lisez pas les rapports financiers. Mais on peut déjà savoir que c'est le genre d'entreprise qui va nous intéresser et c'est le genre d'entreprise qui va rentrer dans la watchlist. OK? Donc, les marges de free cash flow sont un tout petit peu plus élevées que les net income et ça, c'est depuis très très longtemps. Donc, la véritable rentabilité de cette compagnie-ci se trouve au niveau des free cash flow. Si on prend juste les marges de net income ici, parce que sur Coifin, on n'a pas l'information par rapport au free cash flow. J'espère qu'ils vont l'ajouter bientôt. Mais sinon, pour le moment, on peut se débrouiller, n'empêche. On regarde les marges de net income ici. On constate que les marges sont un tout petit, de plus en plus élevées. OK? Enfin, légèrement. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine augmentation des prix ici. D'accord? Enfin, quand on dit augmentation des prix, les marges brutes sont stables. Donc, ce qui nous permet, c'est ce qui nous conforte à l'idée de dire que tout revenu supplémentaire descend directement au niveau des bénéfices nets. Donc, les bénéfices nets sont plus croissants que les revenus. D'accord? Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, si on passe à GR, je vais le mettre en normalisé, ça ne dérange pas. 1 month, donc on met ça là. Je ferme ici et je prends les deux graphiques différemment. Donc, à peu près sur une période de 10 ans, on va le faire comme ça, 10 ans, les bénéfices nets sont croissants de l'ordre de 10% en moyenne. Sur une période de 10 ans, les revenus sont croissants sur une période de, sont croissants, connaissent une croissance de 8,34%. Ça, c'est sur 10 ans. Sur 5 ans, on a une croissance des revenus de 11,42% et une croissance des bénéfices nets de combien? D'à peu près 12,89%.
Les bénéfices nets ont une croissance plus élevée que les revenus, ce qui nous conforte à l'idée, ce qui nous permet de pouvoir affirmer que tout revenu supplémentaire descend directement au niveau des bénéfices nets et ça peut entraîner une augmentation des marges, ok, sans même que l'entreprise ait augmenté les prix. Ça veut dire qu'elle est de plus en plus efficiente. Donc, elle n'a pas besoin d'augmenter les coûts, elle n'a pas besoin d'augmenter ici voilà, les dépenses opérationnelles pour générer des revenus supplémentaires. J'aime ça. On a passé beaucoup de temps ici, maintenant on va aller directement au niveau de l'évaluation. La dette nette est de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 2 milliards 60 millions. Donc on a du cash net. Ok? Je dis toujours ici, vous voyez que la façon dont j'analyse les entreprises ici change dépendamment de l'entité. Tout simplement parce que chaque entreprise, chaque secteur d'activité est particulier. Donc, il faut l'analyser d'une certaine façon. Il y a des entreprises, par exemple, on parle aujourd'hui des bancaires. Tout le monde en parle. Et vous savez que sur cette chaîne-ci, vous savez que moi, particulièrement, je déteste les compagnies bancaires. Et je vous ai toujours dit que c'est un secteur où les cadavres se cachent dans les placards. Et les placards se retrouvent, il faut lire absolument les rapports financiers. D'accord? Si vous ne lisez pas les rapports financiers des bancaires, vous êtes en train de spéculer. Et comme je le dis toujours, commencez à lire un rapport financier, ce sont les entreprises les plus complexes à analyser. Je ne suis pas en train de dire que c'est difficile à faire, c'est complexe, c'est-à-dire que ça prend du temps. Donc il faut avoir une certaine méthode pour le faire. Ne vous inquiétez pas, sur cette chaîne-ci, vous savez qu'on prend soin de vous et il y aura quelque chose de disponible pour vous dans les jours à venir, au moins pour que vous puissiez analyser vos compagnies bancaires. Donc pour déjà vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui veulent apprendre à apprécier le risque, regardez la notation de vos entreprises. OK? Toutes vos bancaires qui sont en dessous de triple B+, faites attention. Vous allez voir en France qu'en notation ici, au niveau du S&P 500, au niveau de Standard & Poor's, excusez-moi, parce que de toute façon, S&P, ça veut dire également Standard & Poor's 500. Donc, au niveau de Standard & Poor's, vous allez voir que, par exemple, Crédit Agricole a une note de A- ou A+, quelque chose comme ça. Et BNP Paribas a une note de BBB+. Ça veut dire que la notation de crédit ici, c'est-à-dire que, et vous savez que les banques, c'est essentiellement la gestion de crédit, c'est-à-dire que BNP est plus risqué que Crédit Agricole. Attention, quand je dis plus risqué, ça ne veut pas dire qu'elle va faire faillite ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Je dis par rapport à Crédit Agricole. OK? Donc, ça veut dire que Crédit Agricole est plus safe. Et ça peut être également dû aux différentes activités ici. Vous savez également que BNP, par exemple, a beaucoup d'actifs ici, a beaucoup d'actifs, a beaucoup de dérivés, d'instruments dérivés. Enfin, on va le dire comme ça, on va des dérivés. Parce que le marché des dérivés, par exemple, c'est un marché qui est plus gros. C'est drôle parce que c'est plus gros que la taille même de tout le secteur bancaire. Le marché des dérivés. On parle de quelque chose aux alentours de 700 trillions de dérivés. Le chiffre est vaste, hein, mais ça ne veut rien dire du tout. À la fin de la journée, quand vous connaissez les particularités de ce secteur-là, vous vous dites que voilà, c'est quelque chose de jouable, c'est facile à comprendre. Mais de prime abord, quand on vous donne les gros chiffres comme ça c'est stressant. Mais l'idée ici n'est pas de parler des bancaires. C'est juste pour vous encourager, parce que je sais qu'il y a des gens qui paniquent. On m'a posé beaucoup de questions aujourd'hui. Je fais comment par rapport à mes bancaires? Si tu me poses cette question, ça veut dire que tu n'as pas lu tes rapports financiers. D'accord? Et si c'est le cas, tu sais que tu spécules. Et si tu sais que tu spécules, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais toutes les banques ne sont pas logées à la même enseigne. Ce n'est pas parce que Crédit Suisse a ses problèmes, Deutsche Bank a ses problèmes, et c'est connu depuis plusieurs années. OK? Ça ne veut pas dire que BNP va suivre, ou bien Crédit Agricole va suivre, ou bien Société Générale va suivre. Il faut faire très, très attention. Mais ne vous inquiétez pas, vous saurez, je pense que d'ici la fin de l'année, vous saurez analyser une compagnie bancaire. Et vous savez que ce n'est pas un secteur que j'aime. Même si vous arrivez à savoir comment est-ce qu'on l'analyse, il y a toujours un risque. C'est pour ça que le management est déterminant dans ce secteur-là. Encore plus que dans les autres, même si dans les autres également, de toute façon, le management est déterminant dans toutes les entreprises. Bref, on ferme la parenthèse, on revient. On a du cash net on est autour de 2 milliards 600. Du cash net. Donc, cette compagnie a la capacité de souffrir. Une fois que j'ai identifié le cash net, je regarde le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On constate quoi? Il diminue. Donc, ils rachètent leurs actions. OK? C'est bien. Maintenant, j'ai besoin de mon PER. Ici, le PER de l'entreprise, de toute façon, les free cash flow ont tendance à représenter la véritable rentabilité de cette compagnie. Donc, on va peut-être prendre les price to free cash flow. On va le faire simple, OK? Price to free cash flow ici, en moyenne, le marché paye combien? Vous voyez que c'est en constante augmentation. Et vous savez déjà que les PER représentent un rendement, si vous inversez le calcul.
Les 20 dernières années, c'est une entreprise on rachète généralement à 14 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, à 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, à peu près 20 fois les bénéfices. Donc, on peut se dire ici que c'est une valorisation aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? Maintenant, je ferme ça. J'ai la dette nette, j'ai le nombre d'actions. Qu'est-ce que ça me donne ici en termes de valorisation? Ça fait 2 milliards 600 divisé par le nombre d'actions, 639 millions. Ça fait 4,06 $6 par action. En termes de cash, 4,06 $ par action en supplément. Donc maintenant, je viens sur, en passant Fastenal également, c'est une belle entreprise, mec dans la watchlist directement parce qu'on va l'étudier. Donc maintenant, Accenture, tout simplement parce que je vais prendre la peine d'étudier toutes les entreprises extraordinaires parce que je sens que la période actuelle est spéciale. Ok, donc vaut mieux avoir déjà toutes les entreprises importantes de côté. Comme ça, quand on fera les top news, les top 5, top machin, on pourra parler, on pourra déjà avoir ces entreprises-là déjà analysées sur la chaîne. Ok? So, Accenture ici, quand on prend ici les adjusted netting, les free cash flow ajustés, vous comprenez que les free cash flow sont vraiment plus élevés que les net income et représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Quand on regarde les analystes ici, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison sur leur évaluation? Oui. Donc l'entreprise est prévisible. Donc c'est-à-dire que sur les deux, dans un environnement normal, on pourrait s'attendre à recevoir 16,38 $ par action. 16,38 $ par action en 2025, donc c'est déjà assez optimiste. Et vous savez qu'il y a une croissance au moins de 5% sur les dernières années, minimum. Multiplié par, et les bénéfices nets ont tendance à croître à un niveau plus élevé que les bénéfices, que les revenus. Donc 16,38 $ attendu en 2025, fois 20 fois les bénéfices, plus le cash net de 4,0$, disons 4,07$, ça donne une valorisation de combien? 331 $ à l'action. Je vais mettre 332 $ à l'action. Donc, je viens ici à X20, d'accord? 2025, ça fait 332 $ l'action. D'accord? Donc, par rapport au prix actuel, l'entreprise est sous-évaluée. Si l'entreprise arrive à avoir les 16,38 $ par action, d'accord, qu'on attend en 2025, par rapport au prix actuel, 253 $, j'arrondis, bien sûr, pour faire simple, ça donne un rendement sur coût de 6,47%. Donc, en l'achetant en date d'aujourd'hui, vous pouvez espérer un rendement sur coût de 6,47%. Je ne parle pas de rendement de dividende, parce qu'actuellement, le rendement de dividende est de 1,77. Il est safe. Je sais que d'aucuns vont dire, oui, mais le rendement de dividende, il est petit, mais attention, c'est l'évolution qui compte. En date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous pouvez avoir aux alentours de, je pense, ça c'est en date d'aujourd'hui. Techniquement, ici, si on prend en date d'aujourd'hui, disons, ce qui est attendu en 2023, et on s'attend que 2023 sera une année en berne par rapport à 2022. Ok, donc il y aura un ralentissement, et quand il y a un ralentissement, le marché peut surréagir. Donc, en date d'aujourd'hui, si on distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2023, vous aurez un rendement de 4,421%, ce qui est plus élevé que le dividende actuel. Et c'est ça qui devrait compter. D'accord? Si on prend en considération ici, quand on prend la performance, et vous allez constater une chose. Les dividendes qui ont été, si vous avez acheté cette compagnie en 2006 et que vous l'aviez gardé jusqu'à aujourd'hui, d'accord, vous aurez un rendement sur coût d'acquisition, rendement de dividende sur coût d'acquisition de 24,25%. Tout simplement parce qu'entre-temps, le bénéfice net a augmenté. Vu que votre prix d'acquisition est stable, ça vous a permis d'avoir un rendement élevé. Et c'est exactement ça sur cette compagnie-ci. Donc, attention à uniquement faire sur les entreprises qui ont tendance à avoir des revenus de plus en plus élevés, des bénéfices nets de plus en plus élevés. Or, une compagnie qui est mature, qui paye déjà 70% de ses bénéfices, qui n'a pas de croissance, techniquement, c'est le rendement sur coût d'acquisition à une date d'aujourd'hui qui devait être pris en considération. C'est pour ça qu'il est important. Bref, le dividende est safe. En date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise ici qui a un prix correct, je vais le dire comme ça. Donc, vous savez qu'en date d'aujourd'hui, il faut être très, très, très sélectif. C'est une belle entité. Je sais pertinemment que si moi, elle m'intéresse, je n'irai pas avec une grosse partie de mon portefeuille parce que j'aimerais avoir un prix encore plus intéressant que ça. Et d'ailleurs, j'ai le droit d'attendre un prix encore plus intéressant que ça parce qu'il y a d'autres entreprises de qualité identique à des prix encore plus intéressants. Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête avec Accenture, qui est une belle entité? Je ne suis pas en train de vous dire que si vous achetez Accenture en date d'aujourd'hui, vous allez forcément payer de l'argent. Non, 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 non. Techniquement, elle est sous-évaluée par rapport à ce qui est attendu d'ici 2025. On va le dire comme ça. OK? So, c'est une belle entreprise à avoir en portefeuille. C'est le genre d'entreprise qui nous intéresse.
C'est le genre d'entreprise qu'on devrait prendre la peine d'étudier. Et voilà, quand l'opportunité, enfin, si vous pensez que l'opportunité d'investissement, c'est en date actuelle et intéressante, d'accord, moi je peux vous dire que le prix est également intéressant. Mais le prix dépend toujours d'un environnement normal. J'ai mis trop de temps pour cette vidéo-ci, pourtant je pensais faire une vidéo très rapide. Donc, vous verrez qu'au fur les jours qui vont suivre, on ira directement à l'évaluation pour gagner du temps. Et vous savez que les entreprises ici, on les étudie sur le plan quantitatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les rapports financiers. Il faut absolument lire les rapports financiers. Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle se présente à vous. Donc, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le lien de cette vidéo-ci, enfin, en description de cette vidéo-ci, vous aurez un lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci, ainsi que recevoir généralement les notes d'analyse sur les entreprises que moi j'ai pris la peine d'étudier, d'accord? C'est généralement une note d'une page ici. Ça vous donne l'idée générale ici. Je ne vais pas vous embrouiller avec des longues pages. C'est pas que je ne peux pas le faire, attention. OK? Mais ça vous donne l'idée générale de comment est-ce que l'entreprise se comporte ici, d'accord? Et ça peut déjà vous éclairer par rapport à vos propres recherches, parce que ça ne veut pas dire que vous achetez sans réfléchir, vous lisez. Et également, tous ceux qui sont abonnés au service Top Premium, vous verrez que dans les jours à venir, ça sera un avantage pour vous. Pas dans le sens de ce que, pas par rapport à la note, mais par rapport à ce que vous allez recevoir en supplément. Donc, je m'arrête juste là. Je ne parlerai pas plus que ça, mais vous allez découvrir dans les jours à venir. Sachez que le nombre de places sera limité à 300 et actuellement, on est déjà presque à la moitié. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.